le mercredi, on sourit parce qu'on parle d'amour, on parle de couple. Oui, hein. On parle de la vie, en fait, l'essence même du bonheur. Nous en parlons tellement que je me dis, est-ce que nous mettons tout ça en application réellement dans la vie? Ben, c'est la question qu'on se pose au regard de tout ce qui se passe à gauche et à droite. Mais il s'avère indispensable de mettre en pratique ce que l'on se dit, parce que c'est seulement comme cela qu'on peut réellement être heureux, avancer vers les objectifs que l'on se fixe chaque jour. Sinon, s'il suffisait que de parler, comme dirait quelqu'un, s'il suffisait d'aimer, il ne suffirait pas d'aimer. Il faut aussi appliquer ce que l'on veut dire par aimer pour être heureux. Voilà des paroles bienveillantes. Je voudrais tout simplement être l'amour pour rentrer dans tous les cœurs ce matin. Eugénie Gali-Sotoso, qui n'est plus à présenter, la patronne d'Afriquel, qui nous a fui entre-temps dans la balade matinale et de retour. Bonjour. Bonjour Joanita et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Dina. Merci d'être au rendez-vous matinal. Je sais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est en début de matinée et quand vous avez des rendez-vous à 9h, ce n'est pas du tout évident. Alors, on ne va pas tergiverser. On va parler ce matin des incertitudes dans le couple. Mais avant, Laurent, j'ai une petite question pour toi. Quel est le secret pour avoir une vie de couple qui dure, qui perdure? Wow. Un seul secret. Un seul secret. Oui. Pour avoir une vie de couple qui dure. Oui. Il faut être de bonne foi. Il faut être de bonne foi. Quand vous dites que vous êtes de bonne foi, c'est que vous êtes engagé à faire de votre mieux pour que cela marche. Mais s'il y a un seul qui n'est pas de bonne foi, l'autre peut être un Tarzan. Ça va chauffer. Ben, il faut être de bonne foi. Et quand on est de bonne foi, on est ouvert à toutes les possibilités qui permettent d'aller plus loin. C'est ce qui est essentiel. Voilà, c'est le coach qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Et pourtant, dans certains couples, arrivent des difficultés parce que la mauvaise foi s'installe. La bienveillance quitte également le couple. Il est naturel donc pour l'un ou pour l'autre de ressentir des doutes. Ces difficultés peuvent être d'ordre varié, des disputes fréquentes, la non-communication, des désaccords sur des sujets importants comme l'éducation des enfants par exemple, les parents aussi qui s'immiscent ou encore les finances. Il y a des périodes d'éloignement émotionnel, on a besoin de se sentir seul. Mais pourtant, c'est en ces moments-là qu'il faut être soudé pour perdurer dans le couple. Quand arrivent ces incertitudes, ces doutes de sentiments du jour au lendemain, qu'est-ce qu'il faudra faire, Eugénie? Je pense, pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure au coach, quand il parlait, moi, je me disais l'engagement des deux côtés, parce qu'il n'y a que ça, en réalité, qui peut permettre à ce qu'une relation dure. Vous pouvez avoir la bonne foi. Oui, vous pouvez avoir la bonne foi, mais si vous n'êtes pas réellement engagé, vous n'allez pas avancer. La bonne foi, c'est aussi important parce que, si vous êtes à deux et que vous ne discutez pas ouvertement, vous avez d'autres choses à côté à faire, ça ne va pas aller. Mais quand vous êtes engagé, vous vous dites ça doit aller, on doit aller jusqu'au bout, je pense, des deux côtés. Vous allez rester ensemble parce que moi je le dis, aujourd'hui l'amour est une décision. Quand vous décidez d'aimer, vous allez vivre avec. Mais quand vous dites que l'amour est un sentiment et que vous laissez ce sentiment venir, c'est que ce sentiment peut partir aussi. Et quand ça part et que vous êtes déjà en couple, vous faites quoi? C'est la question que je me pose. Oui. Maintenant, avec des moments de doute. Oui. C'est-à-dire, souvent c'est les hommes, on va dire que c'est parce que nous sommes des femmes qu'on parle des hommes. Souvent c'est les hommes, donne-moi un peu de temps, je me sens plus trop dans la relation, j'ai besoin de réfléchir un tout petit peu pour savoir si on avance encore, si on fait un pas en avant ou si on reste là où on est. Et ce petit temps, l'autre fait quoi? Hier, j'écoutais une émission et la dame disait, oui, ça n'allait pas entre moi et mon époux, un époux en plus, et on a convenu d'un commun accord qu'il ira rejoindre ses parents le temps que tout se calme. Et aujourd'hui, qui est-ce qui va rejoindre ses parents le temps que le monsieur? Et comme moi j'ai des enfants que je dois gérer
Tu vois, ça fait rigoler. Et le monsieur part et dit, il ne revient plus. Et la dame se plaint. Je dis, mais vous êtes mariés, ça ne va pas. La seule solution, c'est de demander à ton époux de quitter la maison, de quitter la maison et de rejoindre ses parents pour après revenir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et même à une femme où on dit, va rester avec ta famille, dès que je serai prête, on en discute, c'est que ça cloche quelque part. Donc, quand on te dit pas, c'est comme si on te chasse définitivement. Et le monsieur est parti, il n'est plus revenu. Donc, le doute, oui, il peut venir, mais discuter ouvertement de ce doute. Et l'autre peut rassurer ou ne pas rassurer. Prenez le temps qu'il faut. Peut-être vous n'allez pas être en joie quotidiennement, chaque jour, mais vous gérez cette situation pour que l'autre ne se sente pas frustré, pour qu'il n'y ait pas éventuellement d'autres situations à gérer plus tard. Parce que oui, il arrive d'un moment de doute, même professionnellement. Bien sûr. Maintenant, quand ça arrive, quand vous êtes déjà engagé, vous êtes mari et femme surtout, et que vous vivez ensemble, le doute vient, vous discutez et puis vous trouvez une solution. Vous trouvez une solution. Oui. Voilà qui est clair, n'est-ce pas, Laurent? Bien oui, je souriais un peu parce que le développement de génie m'a un peu touché parce que très honnêtement, c'est malheureusement une réalité. C'est malheureusement la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous savez, ce qui nous amène à nous engager, c'est quand on veut que ça marche, qu'on s'engage. D'accord. Si on ne veut pas que ça marche, on ne s'engagera pas. Donc, quand on veut que ça marche, quand il y a des problèmes, quand il y a des doutes, on se pose des questions. Qu'est-ce qui fait que malgré ma bonne volonté, malgré tous les efforts que je fais, malgré toutes les stratégies dont on a parlé, qu'on a définies et qu'on a essayé de mettre en pratique, pourquoi malgré tout cela, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite? D'abord, chacun se pose la question et on s'assoit, on table là-dessus pour comprendre. Le mal est que tout le monde ne sait pas se mettre à table pour discuter. C'est en fait ça le problème. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est pourquoi, quand tu as demandé d'abord à la première question, quel est le secret, j'ai parlé de la bonne foi. Maintenant, en plus de cette bonne foi, il faut les outils nécessaires. C'est un peu comme quelqu'un qui veut apprendre un métier. Il veut bien apprendre ce métier. Il s'engage dans l'apprentissage. Mais quand on ne lui achète pas le matériel d'apprentissage dont il a besoin, il est là, mais il ne peut pas apprendre correctement. Donc, oui, il faut y aller. Parfois, c'est compliqué d'instaurer le dialogue quand le problème est véritablement lourd. Je sais que vous tous, vous savez un peu quand l'atmosphère devient pesante. C'est difficile d'engager la communication, de dire, écoute-toi, viens t'asseoir, on a des choses à se dire. Très bien. Pas plus tard que dimanche, je causais avec un jeune couple qui est marié à peine 1 an et demi, 2 ans. Et je discutais avec eux et je les exhortais à quelque chose d'assez fondamental. C'est de ne jamais rompre avec leurs bonnes attitudes, leurs bonnes manières, les bonnes pratiques dans le couple. Quelle que soit la nature du problème, les bonnes pratiques doivent être maintenues. En fait, c'est un peu comme la graisse qui compte et qui permet aux différentes articulations du couple de continuer par bouger correctement pendant qu'il y a des problèmes dans les organes, en fait. Donc, quand la motricité du couple est fonctionnelle, même s'il y a des difficultés à des points précis, on avancera quand même le temps qu'on règle ces petits problèmes de parcours. En fait, quand on commence la relation, on commence comment? Généralement, c'est parce qu'on commence mal. Oui. On est tellement focalisé sur l'amour qu'on oublie que l'amour a des exigences. On pense qu'il suffit de s'aimer. C'est suffisait qu'on s'aime. On n'en arriverait pas là. Je lui ai dit que l'amour aujourd'hui est une décision. L'amour a toujours été une décision. C'est pas aujourd'hui. Non. L'amour, nous le définissons comme un sentiment. Non, il y a l'amour et le sentiment d'amour. Je dis toujours que l'amour, c'est un feu. Il peut y avoir du feu sans flamme. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de flamme qu'il n'y a pas de feu. Donc,
Lorsque les gens ont des difficultés à discuter, ce qui veut dire que dès le départ, ils avaient ce problème-là, où ils n'ont pas cette culture de s'asseoir lorsque ça ne va pas, pour demander clairement qu'est-ce qui se passe. J'ai constaté que. Comment cela se passe avec toi? Pourquoi, selon toi, les choses se passent ainsi? L'autre donne son point de vue. Toi également, tu t'exprimes. Ensemble, vous voyez. Et celui qui semble avoir plus de lucidité sur la question propose. Ensemble, vous en discutez et vous décidez. Mais au cas où chacun pense qu'il a toujours ou qu'il a le monopole, ou bien c'est toujours lui qui voit clair, c'est moi qui ai raison. Voilà. C'est moi qui ai raison. Je dis, même quand on a raison. Vous savez, en circulation, on dit souvent, tu peux respecter le code, mais mourir dans un accident. Oui, c'est clair. Tu peux avoir raison, mais subir plus de dommages que celui qui a tort. Effectivement. En effet, on dit, il y a là, tu vois. Dès qu'on y avait donc, et on peut avoir raison. C'est pas parce qu'on a raison qu'on ne va pas s'asseoir pour discuter. Il faut toujours discuter, même si on va se séparer, que ça soit une décision prise de commun accord après une discussion. Parce que les séparations, quand elles interviennent dans de mauvaises conditions, l'avenir devient compliqué. Parce que le monde ne s'arrête pas à votre séparation. Vous ne mourrez pas juste après. Vous avez une vie. Vous aviez fait des choses qui peuvent engendrer des conséquences plus tard. Que vous serez obligé d'être appelé à vous mettre ensemble pour régler encore plus tard. Raison pour laquelle, même si vous allez vous bagarrer, comme le dirait le coach Eric Bonnet, soyons d'accord sur des désaccords. Ah. Ben oui. Soyons d'accord sur des désaccords. Si on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, c'est déjà un accord. Ça nous permet d'avancer. Eugénie, l'amour est une décision. Nous avons pris la décision donc de nous aimer. Comment est-ce qu'il faut amorcer les choses bonnement pour qu'il n'y ait pas de soucis par après? D'abord, il faut savoir qu'il y aura des soucis. D'accord. C'est la première chose. Toujours. La première chose, c'est que quand vous vous mettez en couple, soyez sûr qu'il y aura des soucis et soyez conscient qu'il y aura des soucis. Comment l'aborder? Vous décidez ensemble. D'accord. Le coach a dit qu'il faut, au cours des soucis, il ne faut pas oublier les bonnes attitudes, les bonnes habitudes que nous avons, nous faisons quotidiennement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut instaurer, même quand il y a des difficultés, quand il y a des soucis. Donc, c'est essentiel pour un couple de savoir qu'il y aura des soucis et d'instaurer des manières de résolution de conflits. Quand il y a un souci, comment on règle? Et la base, c'est de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer, apprendre la communication non violente. Parce qu'il y en a qui veulent communiquer, mais dans leur manière de communiquer, amène d'autres problèmes. Voilà. Oui. Si vous voulez dire, par exemple, à votre chérie, oui, je pense que pour le téléphone portable, il ne faut pas la porter au lit. Vous n'allez pas dire, n'apporte pas ton téléphone portable au lit. Je ne veux plus de ton téléphone dans ce lit. Ça, par exemple, la personne sera réfractaire et ne va pas vouloir appliquer, surtout quand c'est un homme. Les hommes n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Mais quand vous dites, par exemple, ce n'est pas mieux qu'on vienne au lit sans téléphone portable, chérie, ça, par exemple, la personne peut comprendre et ça va peut-être la mener à, même si elle ne souhaite pas le faire vraiment, elle va peut-être déposer le téléphone et vous rejoindre. Donc, instaurer les bonnes habitudes, savoir que quand il y a un souci, il faut s'asseoir pour discuter. Il y en a qui prennent carrément un calepin et puis rédigent un contrat de couple aujourd'hui pour ne pas tomber dans ces désaccords. Moi, j'ai une amie qui a envoyé un mail à son mari parce qu'elle estimait qu'ils ne pouvaient pas discuter sur WhatsApp. Et elle a pris son temps, je pense que ça doit faire peut-être une semaine, un mois où elle avait envie de tout cracher. Elle a pris son temps, elle a écrit, elle a relu, corrigé, replacé les mots, trouvé les adjectifs qu'il faut pour envoyer le mail. Et ça, la personne aussi de l'autre côté sent qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut discuter. Parfois, il y a des personnes qui ont...
je veux pas dire la mauvaise langue, mais qui n'ont pas les bonnes manières de discuter. Et la manière de discuter peut amener encore des problèmes, des difficultés à régler. Il y a une dame qui m'a dit, quand je préparais cette émission, que son mari ne sait pas discuter des problèmes. Quand il y a un problème, tout ce qu'il sait faire, c'est d'offrir un cadeau et vous faites l'amour, voilà, c'est fini. Il ne discute jamais du problème après. Le problème est là, voilà. Demain, le problème reviendra, il va encore offrir des cadeaux et après il dira non, tu en fais de trop. Mais vous n'avez pas eu le temps de régler ce problème. Ouais. C'est important de toujours discuter. Pour moi, il y a un critère quand tu viens, tu souhaites qu'on soit en couple, je demande quoi, tu sais discuter, tu sais dialoguer quand il y a un problème. Ce n'est pas je suis fâchée et je me tais, tu dis bonjour, bonjour, et puis c'est fini. Mais tu veux qu'ils te disent non, qu'ils ne savent pas discuter? Non, oui. vous aviez parlé de la bonne foi. Oui. Et quand quelqu'un sait discuter aussi, tu le sauras de toutes les façons. Mais tu demandes, tu poses la question, la personne répond, tu fais tes analyses après et tu sauras en même temps si cette personne est de bonne foi ou de mauvaise foi. Quelqu'un qui te dit je sais discuter, mais dans vos discussions, tu sens qu'il ne sait pas discuter, c'est que soit la personne ne se connaît pas ou que cette personne est de mauvaise foi. Et tu tires ta conclusion en même temps. Et s'il faut continuer ou pas, tu le sais aussi. Et si tu veux continuer, parfois on fait ces analyses, on est bien consciente qu'il y a des failles, mais on se dit bon, ça va aller. Ça n'ira jamais. Ça ira toujours. Au premier carrefour, tu te rends compte que non, ce que je voyais là, c'était vrai. Et après, tu te dis bon, je m'incline. Et c'est comme on dit, quelle est votre plus longue période ou quelle est la relation, vous êtes restés longtemps ensemble. La personne dit le temps plutôt où vous êtes restés longtemps dans une relation. La personne dit 6 mois. Elle a 30 ans. Je dis, mais il va... Donc, c'est 30 ans. Sur 30 ans, c'est-à-dire, je suppose qu'à partir de 20 ans, on a des relations. Au moins à partir de 20 ans. Et donc, en 10 ans, lui, sa plus longue relation, c'est 6 mois. Il y a un problème de stabilité. Donc, il y a tous ces paramètres qu'on prend en compte pour savoir vraiment avec qui on veut cheminer et comment manager. Et il y a des personnes... il faut savoir aussi ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut tolérer et ce qu'on ne peut pas tolérer. Je disais à quelqu'un, tu m'envoies sur Messenger, bonjour, point. Tu ne dis plus rien. Moi, je ne réponds pas. Tu continues par l'envoyer, je ne vais pas répondre. Mais tu m'envoies, j'ai tellement aimé un message sur Messenger, bonjour Dame Eugénie, j'espère que vous allez bien, je m'appelle tant, je suis actuellement ici, je travaille ici, je vous suis depuis un moment, je vous apprécie et je souhaiterais qu'on puisse discuter, ça vous dit un dîner, tel jour, tel... Le message était bien clair, précis. J'ai dit ça, c'est une personne avec qui je peux sortir. Éventuellement, c'est une personne avec qui je peux sortir. Mais quelqu'un qui t'envoie bonjour et se tait, c'est que, bon, la personne peut-être même ne sait pas ce qu'elle veut. La personne est hésitante ou la personne veut juste plaquer. Donc, il y a la manière de faire les choses aussi. Et quand on ramène ça en couple, toi-même, tu sais que ton mari ne discute pas parce que quand vous réveillez matin, bonjour, je ne suis pas d'humeur à parler. Et... Au moins, on t'aura dit que je ne suis pas d'humeur à parler. Ah, il y en a qui ne le disent pas. Il y en a qui disent bonjour, on te regarde et puis... Ou le soir, comment s'est passée ta journée? Bien. Point. Je dis bien là, c'est ça tu diras aux autres dehors. Mais à la maison, tu ne peux pas me dire bien et puis on va se taire. Même si tu ne sais pas parler, écoute, ce matin, on a eu une réunion, il faut instaurer de... Oui, vous voyez vous les femmes. Vous faites dans une même phrase, dans un même raisonnement, vous faites des phrases contradictoires. Même si tu ne sais pas parler, au moins il faut dire dans la journée, je ne sais pas parler. Mais il faut apprendre à parler. Mais là, tu me dis, même si je ne sais pas parler, au moins il faut dire. Non. Toi, tu ne peux pas me dire ça. Non, écoutez, je suis en train, j'analyse comme toute personne simple, normale, et comment dire, profane, qui écoute. Vous voyez, en fait... tu es en train de dire que Eugénie n'est pas une personne normale. Non. Eugénie dépasse en termes de relation, en termes de... Eugénie est plus avisée que... Mais sinon, qu'est-ce que tu dis? Non, laisse-le finir. Les hommes qui ne savent pas parler ne savent pas parler. Non. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler qu'on ne doit pas parler. Voilà.
En fait, ce que j'aimerais dire, c'est attirer son attention, ou votre attention, l'attention des auditeurs, des followers, sur les contradictions qu'on peut avoir dans le langage. Par exemple, quand tu me dis, dans la logique masculine, quand tu dis, même si tu ne sais pas parler, au moins il faut dire, c'est-à-dire la première phrase, la première partie, la première proposition, ou la proposition principale, résume tout le reste. Même si tu ne sais pas parler, je ne sais pas parler, tout ce que tu veux du reste là, tu ne peux plus avoir. Moi, je ne sais pas parler. Pour un homme normal ou standard, c'est comme cela que ça fonctionne. Mais comment est-ce que le couple peut évoluer? Très bien. C'est à cela qu'on va arriver. Non, je pense, si vous permettez, qu'il faut faire une petite précision. Ce qu'on est en train de faire ici, ce n'est pas une discussion que je peux avoir, ou la manière de le dire, ce n'est pas de la même façon que je dirais cela à un homme devant moi, en face de moi. Donc, la logique ici, c'est que, oui, il y en a qui ne savent pas parler. Ça, c'est un fait. Mais si tu ne sais pas parler, il faut être conscient que tu ne sais pas parler. Et si tu ne sais pas parler, il faut faire l'effort de parler. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas parler qu'il ne faut pas parler. En même temps, on ne change pas. Parce que tu peux parler. Génie. Oui, oui. On change pas l'être humain. Non, mais il est tel qu'il est, il restera tel qu'il est. Non, tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Savoir parler, c'est trouver les mots justes. Voilà. Donc, quand je suis en face de quelqu'un qui ne sait pas parler, je sais qu'elle ne sait pas parler. Quand il commence pas à parler, je peux trouver des couacs dans ce qu'il est en train de dire. Mais parce que je sais que cette personne ne sait pas parler, après, je lui demande, est-ce que tu veux vraiment dire ceci? Pour confirmer ce que la personne est en train de dire. Donc, vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne sait pas parler ou qui n'est pas habitué à instaurer de dialogue. Qui n'aime pas parler. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est différent. Oui, c'est différent. La personne n'aime pas parler, je ne peux pas être en couple avec elle. C'est clair. C'est pour ça que je disais, il faut savoir ce que vous pouvez tolérer ou ne pas tolérer. Donc, moi, je suis dans la logique où la personne ne sait pas parler. Quand quelqu'un ne sait pas parler, il faut avoir un degré de tolérance vis-à-vis de la personne, l'amener au fur et à mesure à s'exprimer, être beaucoup patient pour que cette personne puisse s'exprimer. Et quand la personne s'exprime, vous n'allez pas prendre les choses au premier degré. Vous allez pouvoir analyser, lui redemander, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Sinon, je ne trouve pas de contradiction. Je pense quand même qu'il a raison, parce que les hommes, souvent, ils sont braqués. Quand tu dis, tu ne sais pas parler, mais il faut faire l'effort de parler, il se dira, ah, mais tu sais déjà... Finalement, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça arrive encore à parler, en fait? C'est ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas dire à un interlocuteur que vous ne savez pas parler, non. Non, en fait, il y a beaucoup de femmes qui font ce genre de... Dans la communication, dans un couple, en fait, comprenons une chose. La communication dans un couple est très différente de la communication dans tout autre domaine. Dans un couple, on apprend à communiquer. Dans un couple, on apprend à communiquer. Là où j'essayais d'attirer l'attention des uns et des autres, c'est que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est bien. Mais tout s'apprend. Et tout doit s'apprendre. On ne vient avec rien du tout. Nous apprenons tout. Lorsque vous voulez vous mettre dans une relation, vous devez savoir ce dans quoi vous vous engagez. Comment cela fonctionne-t-il? Quelles sont les qualités dont j'ai besoin? Qui suis-je? Et quel type de personne il me faut? Eugénie aime causer, aime discuter, aime parler. Elle peut voir en moi un être assez posé, un être qui socialement est assez dynamique, et je taquine les uns les autres, et elle pense que je peux faire l'affaire avec elle. Non, avec les autres c'est différent. Et ce sera bien différent avec elle. Parce que l'intérêt avec les autres est différent de l'intérêt avec elle. Avec elle, je peux ne pas pouvoir dire 2 mots avant la fin de la journée. Simplement parce que elle m'est tellement chère que, me connaissant, sachant comment je lance mes mots, je ne voudrais pas parler pour heurter sa sensibilité. Donc, c'est normal de savoir parler. Et donc, avec elle, justement,
j'évite de parler. J'ai l'impression que vous me compliquez un Non. peu la C'est tâche. là, savoir parler. Non, Vous savez mais quoi? que je finisse. Je voudrais... Je te rappelle qu'elle a lancé tout à l'heure, Oui. si c'est dans une communication De couple? de couple, Oui. le fait qu'elle le lance comme ça, elle met un peu du feu. Et je dis, mais je parle. Tu ne m'écoutes pas? Tu ne m'écoutes pas, tu lances. Et attends mon raisonnement, attends que je finisse mon raisonnement avant que tu ne lances. On est d'accord que là, on est sur des antennes et qu'on est dans un débat, pas dans un couple. Naturellement. Oui, donc on peut. Effectivement. Mais j'adore le couple. Elle est dans la malade matinale ce matin, en fait. Ça va du tic au tac, du En fait, c'est comme cela que ça se comme ça que passe ça se présente parfois. dans les relations et c'est de manière beaucoup plus compliqué. tendue. Voilà. De manière beaucoup plus tendue. Simplement parce que on ne comprend pas que lorsqu'on est ensemble, en fait, nous sommes ici, nous parlons. En fait, nos cœurs ne sont pas connectés. Oui. Ce sont nos pensées, Pensées. nos logiques qui sont connectées. Mais dans un couple, les cœurs sont connectés. Mhm. Donc, les mots les plus simples, les plus insignifiants peuvent faire produire de grands effets. Mhm. Donc, il faut savoir les utiliser. Mais si à la base, on a instauré une culture de communication, un free voice, un laisser-aller, chacun dit les choses et on est d'accord que chacun parle, on ne va pas se prêter des intentions. Tu dis les choses telles que tu les penses. Et si je ne comprends pas, je te pose des questions sur ce que tu as dit afin qu'on puisse se retrouver sur un point donné. Chacun est libre. Tu peux aller jusqu'à dire, tu sais, quand tu es bête comme ça, je n'apprécie pas. En réalité, ce n'est pas une injure. Oui. En réalité, ce n'est pas une injure. Oui. Vous êtes sûr qu'un homme qui vous aime, à qui vous dites ça, quand Oui. vous êtes bête comme ça, je n'aime Oui. pas, En est-ce fait, qu'il va l'accepter réellement? oui, ça dépend de la culture de la communication que vous avez Voilà. instaurée. D'accord? Moi, on me l'a déjà dit plus d'une fois. Ne tapons le coup, non, on est né, John Adinamari. Et je dis, Ninton, n'avait pas beaucoup de John Adinamari. C'est pourquoi souvent j'invite mon tabou dans le jeu. Dans Pour que ça fasse plaisir. Dans une certaine mesure, je pense que c'est tolérable. Mais quand le dialogue est houleux, quand le débat est vraiment houleux entre vous et qu'on place de ces mots, ça devient très sensible. En fait. Quand on en a l'habitude, de certaines choses, on ne les prend plus au premier degré. Quand on devient sérieux dans la discussion et que ces mots sortent, on pose la question, Nyako Djelagron. Nyako Djelagron. Est-ce que c'est toujours dans l'autre sens ou tu es en train de l'utiliser autrement? Et là, on se comprend mieux. Raison pour laquelle il faut avoir une culture de bonnes pratiques. Sinon, qu'on le veuille ou pas, quel que soit le degré de l'amour, lorsqu'il y a problème de communication, lorsqu'il n'y a pas cette bonne foi dont j'ai parlé dès le départ, lorsqu'il n'y a pas cette bonne foi-là, on va toujours prêter des intentions. Et ce qui cause le problème, c'est qu'on prête des intentions. C'est généralement cela. L'autre prend cette tasse et fait comme ça. Et je dépose. La personne qui m'a servi la tasse est en train de passer. Elle m'a vu, j'ai fait ça. Et je dépose. La personne se fait des idées. Ok, ça ne sent pas bien ou bien c'est comment? Ou bien il n'apprécie pas. La personne, pense que j'ai mis quelque chose dedans. Lui là, c'est quoi que depuis hier je le constate. Je le remarque. Que se passe-t-il dans sa tête? Et au lieu de poser la question, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud? Ou bien il y a un souci? La personne se met dans son coin et concorde des idées, tout un cocktail qui se prépare et établit des plans A, B, C, D contre toi qui ne sais même pas qu'il y a quelque chose. Pour toi peut-être, c'est assez chaud, je patiente un peu, c'est tout. Mais la personne a déjà fait le tour du monde et elle t'attend. Moindre chose, prends et elle l'audace de ne pas finir ta tasse. Elle va dire voilà, j'en étais sûr. Et ça t'attend midi, ça t'attend le soir. Et la personne, si vous n'avez pas, ou la personne n'a pas l'habitude d'extérioriser ses pensées, ses frustrations, ça va rester une semaine, un mois. Cocktail molotov. Voilà, une bombe à retardement. Et un matin, on te dit, ça fait 3 mois que tu fais ça. Je fais quoi? Je ne sais même pas que je fais quelque chose. Et pourtant, ça fait 3 mois qu'on t'observe. Donc, ça fait 3 mois que l'autre est malheureux. Ça fait 3 mois que l'autre est frustré. Quand pour toi, tout se passe bien.
de l'installation du dialogue quotidiennement. L'installation du dialogue quotidiennement dans le couple. Je pense que nous venons de trouver une petite piste de solution aux incertitudes. Mais comment parfois vient l'anxiété d'abandon, la femme ou l'homme qui ne tolère carrément plus sa femme ou son homme dans le couple. On se dit, le mieux, c'est qu'on se sépare. Parce que arrivé à ce moment-là, je ne pense plus qu'on puisse évoluer dans la relation. Ah oui, on se dit, c'est bon comme ça. J'ai eu tellement d'incertitudes, tellement de doutes, tellement d'insatisfaction. C'est bon, je ne m'attends plus à rien d'elle. Non, mais là, on parle de quoi? Être en concubinage, être en couple, être marié. Même dans un couple marié. Même dans un couple marié, ça peut arriver. Hein. Et venir à se dire, je ne c'est bon, c'est bon, je ne tolère plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oui. C'est qu'on a cumulé beaucoup de choses qu'on aurait pu régler. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir discuter très souvent. Et ce qu'on observe par ici, généralement, c'est que dans les couples, on n'a pas de temps vraiment pour soi, pour son couple. On est dans la routine, les enfants, l'intimité entre papa et maman ou entre mari et femme, parfois n'existe pratiquement plus. Donc, on cumule beaucoup de choses, ou même quand on le dit à l'autre, elle ne prend pas cela au sérieux. Donc, on se dit, bon, je suis la seule à vivre la situation, elle ne me comprend pas, elle ne fait pas d'efforts, et tout ça amène à se dire, bon, je n'en peux plus. Et je pense que quand on arrive à se dire cela, c'est que vraiment, on l'a pensé au plus profond de soi. Mais quand on s'engage dans un couple, dans un mariage, c'est qu'il faut d'abord savoir qu'il y aura de ces moments où on va plus vouloir, on va pas vouloir de l'autre. Et s'il faut peut-être partir, s'aérer l'esprit seul, il y a des retraites spirituelles qu'on peut faire seul. Il y a également des retraites qu'on peut faire ensemble. Il y a des sorties qu'on peut faire pour des jours, pour savoir si réellement on pense ce qu'on est en train de... On pense réellement ce qu'on souhaite. Parfois, ça peut être juste les hormones, surtout chez les femmes. Ça peut être juste parce que vous êtes en période d'ovulation, vous êtes en période prémenstruelle et que tout vous fatigue, ou même que vous êtes en burn-out et que vous ramenez ça à la maison. Donc, mais quand ça arrive de se dire que je n'en peux plus, je ne suis pas mariée, je ne peux pas savoir. Non, on passe par ces moments-là. Oui, ces moments peuvent venir, mais quand on n'est pas marié, moi je me dis, quand on n'est pas... Oui, c'est beaucoup plus facile que quand on est engagé, quand on s'est promis, ce sera la mort qui va nous séparer. C'est différent, parce que pour moi, l'engagement, c'est profond. Ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, quand vous vous engagez, que vous promettez que seule la mort viendra nous séparer, et que vous arrivez à un point où vous vous dites, je n'en peux plus, c'est que... Alors que la mort n'est pas encore là. Oui, donc c'est que vous n'êtes pas soit préparé à ces éventualités, vous n'êtes pas autant forte pour supporter ces éventualités, et peut-être aussi que vous avez fait un mauvais choix. Ça aussi, ça peut arriver. Mais jusque-là, je pense qu'il y aura toujours des solutions à trouver. Vous êtes d'accord avec moi, Carrie, ces moments d'incertitude, on se dit, l'autre, il n'est plus autant impliqué comme au début. Est-ce qu'il ne va pas voir ailleurs, par exemple? Ou encore, est-ce qu'il a encore notre vision commune en tête? Est-ce qu'il n'a pas d'autres visions? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? D'abord, il faut préciser que la vision, telle que tu l'as touchée, est un élément important dans la vie d'un couple. Toute entreprise a une vision. Et un couple en est une. Comme l'a dit Eugénie, quand on n'est pas encore marié, c'est plus gérable, c'est plus facile que quand on est dans les liens. Est-ce que les incertitudes là peuvent exister? Est-ce qu'on peut parler d'incertitudes? Oui, les incertitudes sont partout. Sur tout le chemin, il y a les incertitudes. Même dès le départ, vous pouvez déjà rencontrer les incertitudes dès le premier jour. Même la manière de marcher de la personne peut créer des doutes en vous, tout simplement. Parce que vous l'aviez vu assise, hein? Vous ne l'avez pas vu marcher. Mais dès que vous avez fini de causer, la personne s'est levée. Elle a commencé par marcher, vous demandez, ça va aller là? Avec cette démarche-là, est-ce qu'on peut grimper les collines? Oui.
Donc, la vision est très importante. Et pour toute entreprise qui veut aller loin, il faut rester accroché à la vision. À partir du moment où il y a quelqu'un, où les deux commencent pas à s'éloigner de la vision, c'est normal que des incertitudes viennent s'installer à long terme. En fait, qu'on soit accroché à la vision ou non, les incertitudes viendront. Voilà. D'accord? Dans tous les domaines de la vie, il y a des incertitudes, même dans la vie religieuse, même dans son adoration avec Dieu. On arrive à un moment où on se demande, même Dieu est-il réellement là? Est-ce qu'il existe quand même? Malgré tout ce qu'on a pu à vivre avec lui, on se pose encore des questions. Même pour ceux qui sont des croyants, le Seigneur Jésus-Christ a posé la question, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme si effectivement il avait été abandonné. Donc il y a toujours ces incertitudes qui viennent. Maintenant, quand on est accroché à la vision, c'est un peu comme si je prends un véhicule, je me rends, je ne sais pas où, je vais par exemple à Cotonou. D'accord? Et je prends la frontière, j'arrive peut-être à Ilakonji, et puis, arrivé quelque part, je ne reconnais plus très bien la voie. Je me demande, il n'y avait pas ce bâtiment-là ici. Comment? Ce bâtiment, est-ce que c'est toujours sur la voie? Lorsque mon GPS ou ma carte me dit que c'est là-bas, j'ai vu un bâtiment, je me dis que c'est sûrement récemment que ça a été fait ou c'est peut-être une innovation. Je continue mon chemin. Tête baissée. Je fonce. Mais, lorsque je prends le GPS, je prends le signal, je n'ai pas de carte, je n'ai rien. Et puis je vois le bâtiment. Et je demande peut-être à un passager ou quelqu'un que je prends avec moi, je demande, ben, tu es sûr que c'est toujours là, c'est la voie là qui mène à Cotonou? Il dit, bon, moi aussi, en voyant l'immeuble là, je me pose la question. Déjà, il y a un problème. Vous risquez même soit de vous arrêter ou de faire demi-tour. Donc, quand on reste focalisé sur la vision, on avance. Maintenant, lorsqu'on arrive à un point où on commence pas à douter sérieusement, je crois, et Eugénie l'a si bien dit, il ne faut pas se leurrer. Quand on arrive à un certain niveau où ça ne va pas, il faut apprendre à faire des pauses. Pause? Oui. Très honnêtement, non, pause. Mais parce qu'on ne peut pas décider d'un arrêt quand on est en crise. Pendant ce temps, l'autre, il fait quoi? Non, vous décidez. De la pause à deux. Oui. En fait, lorsqu'il y a une crise en famille ou dans une société, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fois où on dit, on met certains en congé technique ou en chômage technique, en attendant que l'entreprise se retrouve pour rappeler ces personnes. On ne rompt pas le contrat en même temps. Parce qu'en rompant ce contrat, vous pouvez créer d'autres préjudices que vous allez peut-être regretter plus tard. Quand la loi instaure par exemple la séparation de corps, c'est pour une bonne cause. C'est une fois cette simple séparation vous permet de réaliser le problème. Attention, ce qu'on est en train de faire là, j'ai déjà résolu aidé en tout cas à résoudre un cas où le monsieur a demandé à la dame une séparation pour 2 semaines. Et la dame est passée me voir. Et je lui ai dit, dans votre cas, si vous vous séparez, vous allez rompre. Dans votre cas, si vous vous séparez, vous allez rompre. Appelez-moi le monsieur, on va discuter. J'ai discuté avec le monsieur, je l'ai amené à comprendre les enjeux. Et c'est là il a compris qu'en fait, la menace, c'est cette séparation-là. S'il s'amusait à créer cette séparation, ça allait causer problème. Alors que dans d'autres cas, il le faut pour mieux prendre conscience. Il faut du recul pour mieux apprécier et savoir que ceci n'était qu'un doute. Ce n'était pas un problème. Alors, Eugénie, quand arrivent ces incertitudes, quand l'un ou l'autre ne se sent plus trop dans la relation, qu'est-ce qu'il faudra faire? Oui, comme le coach l'a dit, comme je l'avais dit précédemment, il faut... Oui, la pause, mais de quelle manière? Il ne faut pas dire, puisque nous, on ne s'entend pas, on va prendre une pause, toi, va par ici, moi, je vais par là, et si on se retrouve après, on pourra continuer, non? Et si forcément, c'est cette proximité entre vous qui amène les incertitudes? Oui, c'est là qu'il faut savoir, par exemple, qu'est-ce que moi j'aime. Puisque je l'avais dit précédemment, que ça peut être dû au fait, par exemple, que je suis en période d'ovulation prémenstruelle, ou que j'ai des problèmes au boulot que je transporte à la maison. Et ça, il faut s'aérer l'esprit, il faut trouver un temps pour soi-même d'abord. D'où les retraites, d'où les sorties,
d'où les Le petit vacances. voyage. Oui, vous partez peut-être pour 2-3 jours, vous revenez, là vous avez le temps de réfléchir, de rencontrer peut-être votre Dieu, de prier et de savoir ce qu'il faut faire par la suite. Mais comme vous dites, comme l'exemple de la dame qui dit à son mari, va rester en famille, moi je reste avec les enfants, le temps de prendre une pause pour voir ce qu'on peut faire par la suite. Ça par exemple c'est un danger. C'est comme si vous étiez en train de dire à la personne, sors, je te mets dehors, pars, ici ce n'est pas chez toi. Donc, trouver un temps pour soi d'abord et après trouver un temps à deux pour discuter, pour savoir réellement. Mais quand il y a des enfants, c'est compliqué de se donner ce temps, est-ce que tu le sais? Nous sommes en Afrique, c'est beaucoup plus facile. Ah oui? En Afrique, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez trouver quelqu'un avec qui laisser vos enfants ou qui peut garder vos enfants le temps de faire un séjour, peut-être 2-3 jours et revenir. Actuellement, j'ai une copine qui a de ces problèmes sérieux là dans son couple où ils sont venus même à se séparer. Chacun a pris sa route. Maintenant, à cause des enfants, c'est vrai, on est séparés, mais on est obligé de se voir parce que l'autre doit venir voir ses enfants. Je ne supporte plus de le voir en fait. Oui, mais quand vous avez des enfants ensemble, c'est que vous êtes obligés. Voilà, c'est ça. Vous êtes obligés à vous côtoyer pour toute la vie. Et quand l'autre ne supporte plus de voir, je parlais de cette proximité. C'est la proximité qui crée le problème entre vous, en fait. Non. Le temps de voir les enfants ne peut pas créer de problème. Et en plus, si vous savez que la personne vient à telle heure, mais vous trouvez autre chose à faire. Vous sortez de la maison? Oui, vous pouvez sortir de la maison si vous ne supportez pas l'autre. Quand vous faites des enfants avec une personne, vous êtes obligé de la voir toute votre vie. Et si vous ne voulez pas la voir, vous cherchez quelque part à aller le temps qu'ils viennent voir ses enfants, parce que c'est aussi ses enfants. Et même le fait de dire, bon, votre papa va arriver, je vais sortir, je ne veux pas le voir, ça, par exemple, les enfants vont mal. Ils sont traumatisés avec ça, oui, c'est clair. Donc, vous supportez le fait de voir la personne, même si sa tête ne vous plaît pas, même si tout ce qu'elle dit vous énerve, vous êtes obligé d'être là, de faire semblant devant les enfants. Au pire des cas, vous libérez, la personne vient voir ses enfants et puis voilà. S'il y a une tierce personne qui peut être avec les enfants le temps qu'elle passe, oui, tant mieux. Eugénie, on te prend rapidement ton mot de la fin parce que je sais que tu dois filer. Oui, j'ai tellement aimé le débat du jour. J'ai aimé le débat du jour, franchement. Et j'espère que les auditeurs, les auditrices aussi ont également aimé et ont appris quelque chose. Pour moi, les incertitudes dans la vie professionnelle, il y en aura. Dans la vie privée, donc de couple, il y en aura forcément. Il faut se préparer à ces incertitudes, savoir trouver les mots justes pour soi et les mots justes pour son partenaire. Comme l'a dit un aîné, même dans sa vie chrétienne ou dans sa vie avec Dieu, il arrive des moments de doute, n'est-ce pas? Merci d'être passé et bonne suite de journée à toi. Merci, bonne journée au coach, bonne journée aux auditeurs. Bonne journée, Jolie. Reste rayonnante surtout. Alors, nous sommes plus que deux. C'est vrai que on a dit que quand il y a incertitude, il faut trouver le temps de faire la pause. Mais pour les enfants, avec les enfants, ça se complique, n'est-ce pas, Laurent? Oui, lorsqu'il y a des enfants, tout se fait dans l'intérêt supérieur de ces derniers. Il ne faut jamais négliger l'intérêt des enfants. Et généralement, c'est d'ailleurs pour le bien de ces enfants ou dans leur intérêt que les parents décident de se séparer pour un temps. Parce que s'ils restent ensemble, ils risquent d'arriver à des extrêmes qui ne vont pas faire du bien aux enfants. Et c'est pour éviter, en fait, ces difficultés, ces mots-là aux enfants. Parce que entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Entre arriver à des extrêmes devant les enfants et leur faire subir de petits préjudices, espérant pouvoir les récupérer plus tard, il faut choisir le moindre mal. Raison pour laquelle, lorsque cela arrive, ça devient un peu compliqué. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, pour toute initiation, pour toute activité, pour toute profession, il faut se faire former. Ne rentrons pas dans les relations. Quand on veut aboutir au mariage. Si on ne veut pas aboutir au mariage, pourquoi rentrer dans la relation? Va savoir. Non, moi je n'aime pas ces relations dites libres, ces relations du genre, bon, allons-y voir. Non, quand vous rentrez dans une relation en attendant de voir, alors là vous êtes mal barré. Vous êtes déjà mal rentré. Vous êtes libre, vous pouvez foutre toute la merde parce qu'il n'y a pas encore d'objectif. Quand vous n'avez pas de destination, vous ne devez pas démarrer. Ah oui. Mais on démarre pour une destination.
Donc, si vous n'avez pas encore fixé une destination, vaut mieux que chacun reste dans son coin. Donc, les enfants, c'est important. Alors, parfois, c'est une décision qu'on a prise ensemble, parce que l'amour, c'est une décision, ce qu'on s'est dit ici dans cette émission. Mais arrivé à un moment, non, je ne voudrais plus évoluer dans cette relation. C'est soit l'homme, soit la femme, hein, parce que n'ayant plus tellement d'acquaintance avec cette dernière ou ce dernier, on trouve plutôt une autre personne qui nous comprend mieux et on se dit, je pense que je vais devoir arrêter. Mais on n'arrive pas à dire à l'autre. Il y en a qui ne sont pas francs jeux, qui ne peuvent pas dire, voilà, c'est bon, là où nous sommes arrivés, il serait bien qu'on arrête les choses. Et l'autre est là, parodée, elle ne sait plus où elle va, si c'est toujours au nord, on avance ensemble, ou si je prends le sud et je le laisse avancer vers le nord. Ben, le fait est que certaines fois, la personne qui prend la décision ou qui veut prendre cette décision n'est pas encore certaine de sa décision. Voilà. Donc, elle-même, elle a des incertitudes. Elle ne sait pas si elle doit foncer tout droit ou rester sur sa position. Voilà. Donc, elle ne peut pas encore se prononcer ouvertement puisqu'elle ne sait pas encore. Mais quand ça dure de trop, quand ça dure de trop, on ne peut pas être incertain pendant 6 mois, 1 an, non. Il faut s'asseoir pour discuter. Il faut s'asseoir pour discuter. Même si on doit rompre, même si on doit faire une pause, il faut s'asseoir pour discuter. Dire à l'autre, voici. Quelle est ton appréciation? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? En fait, lorsqu'on implique l'autre dans la prise de décision, c'est plus facile à gérer. C'est vrai que certaines fois, l'autre refuse de voir la vérité en face. Il dit non, moi je reste toujours engagé. Ok, puisque tu es toujours engagé, et moi mes frustrations sont celles-ci, que penses-tu qu'on peut faire pour soulager mes frustrations, vu que c'est à mon niveau que se trouve le problème? Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour m'aider? Et ensemble, vous discutez, vous décidez. Ok, te connaissant, sachant que tu es comme ceci et comme cela, je propose qu'on fasse ceci. Je propose qu'on fasse cela. Je propose qu'on fasse ceci. Et ensemble, vous décidez. Et puisqu'il y a la bonne foi, et vous voulez que ça marche, donc, chacun s'engage à mettre en exécution ce que vous aurez décidé. Et quand c'est le cas, tu vas te rendre compte que même si vous allez finir par rompre, chacun aura donné du mieux qu'il puisse donner. Et quand vous séparez, vous savez que vous avez quand même essayé. Vous avez essayé, c'est parce que ça ne pouvait pas marcher. Alors, vous ne partez pas en rancune, vous ne partez pas avec des mauvaises idées sur l'autre. Vous savez que l'autre a donné de son mieux. Vous avez donné du vôtre, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas de compatibilité ou bien ça ne pouvait pas aller. Certaines fois, vous deux, mais vous ne savez même pas pourquoi ça ne fonctionne pas. L'autre fait de son mieux, vous faites de votre mieux, mais vous ne savez pas, vous vous demandez que se passe-t-il. C'est là que j'invite les uns les autres à revoir l'aspect spirituel. Parce que quoi qu'on dise, le spirituel est très fondamental dans tout ce que nous faisons. Nous le négligeons souvent, alors que tout part de là. Toute réussite physique commence par le spirituel. Tout échec physique commence par le spirituel. Même la stagnation commence par le spirituel. Lorsque dans votre esprit, vous n'arrivez plus à avancer, vous allez vous battre ici. Ça ne va pas aller. Voilà, je pense qu'on retiendra l'essentiel aujourd'hui. D'abord, la bonne foi. La communication et le spirituel. Ah ben oui, à ne pas oublier. Très important. Très important si on veut avoir une bonne vie de couple et gérer ces incertitudes qui, ma foi, arrivent forcément dans toute relation. Merci Laurent d'être passé dans la balade matinale. C'est toujours de bons moments passés avec toi. C'est avec un plaisir de partager le peu que nous avons avec tous ceux qui nous suivent, avec beaucoup d'amour et de fidélité. Merci, très belle journée à toi et puis à nos auditeurs. Je vais vous retrouver vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et de l'amour dans tous les cœurs. Bye bye.